Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, une nouvelle édition des Cols du lundi qui va traiter des mouvements dans les champs de force centrale conservatifs. Donc là, on a un premier exercice qui va nous parler d'une déviation de météorite. Alors c'est un grand classique qui va consister à déterminer une distance minimale d'approche et qui va ensuite consister à déterminer, alors ça c'est une question un peu plus technique, l'angle de déviation de la météorite si celle-ci ne rencontre pas la Terre. Donc on va se proposer tout d'abord de faire la question classique distance minimale d'approche, Terre météorite, et ensuite, une fois qu'on aura déterminé la valeur minimale de B pour que la météorite ne rencontre pas la Terre, alors évidemment on va travailler ici uniquement en littéral car on n'a pas de valeur numérique donnée, notamment pour la vitesse de départ, et on va enfin déterminer quelle est la déviation de la météorite une fois qu'elle a croisé la Terre, lorsqu'on aura déterminé la condition pour que la météorite ne touche pas la Terre. Alors, la configuration dans laquelle on se trouve. Donc c'est une configuration où la météorite a très loin de la Terre une vitesse V0 portée par une droite D située à la distance B du centre de la Terre. Donc là, instantanément, quand on lit l'énoncé, on voit apparaître ici une distance B qu'on va appeler paramètre d'impact. Alors, on voit une chose aussi, sur le schéma qui est là, on voit que donc la météorite se déplace le long de ce profil, et on voit qu'on a déjà un angle θ qui a été défini ici, donc avec UR ici, Uθ ici. Donc, qu'est-ce que ça va signifier tout ceci? Eh bien, ça va signifier qu'on va travailler avec une base polaire. Donc, qui dit base polaire dit qu'il va falloir, à un moment donné, fixer une base cartésienne à partir de laquelle cette base polaire a été définie. Donc fixer une base cartésienne ici, alors j'ai plein de choix possibles, je vais choisir d'orienter EX, EY, EZ en respectant la règle des trois doigts de la main droite. Autrement dit, je vais faire en sorte que la base choisie respecte l'orientation de UR, Uθ, UZ. Donc là, UR, Uθ, UZ doivent former un trièdre direct. Donc UR et Uθ étant déjà positionnés sur le schéma, on sait que UZ est vers le fond, vers l'arrière de la feuille. Donc si j'oriente par exemple Y dans ce sens, eh bien je sais instantanément que je vais avoir UX, donc l'axe des X qui va aller vers le haut ici. Donc je vais me proposer de travailler avec cette base-là. Donc une base cartésienne UX, UY, UZ, et une base polaire UR, Uθ, UZ. Donc là, UY, hop, je vais me positionner ici. Alors, le système que j'étudie. Donc le système que j'étudie, je sais que c'est la météorite. Que j'assimile à un point matériel M de masse petit m. Je sais plusieurs choses sur ce système. Si j'effectue un bilan des forces, je sais que la seule force qui va s'exercer sur la météorite, c'est la force exercée par la Terre sur celle-ci. Donc ici qui vaudra moins la constante d'attraction gravitationnelle G, petit m fois grand M masse de la Terre, sur R au carré distance entre la météorite et le centre de la Terre, selon UR. Donc je vais avoir ici une force qui va être une force centrale conservative. Donc centrale car elle est toujours dirigée vers le point attracteur, le centre de la Terre, conservative car la force dérive d'une énergie potentielle. Et autrement dit, elle définit un champ de force. Donc le fait que la force soit centrale, ça va impliquer une chose. Si j'applique le théorème du moment cinétique, je sais que la dérivée du moment cinétique par rapport au temps du point M, eh bien ça vaudra la somme des moments des forces. Donc ici, OM vectoriel F. OM qui vaut
R, UR, F qui est également dirigé selon UR. Donc ici, j'ai une dérivée du moment cinétique par rapport au temps qui est nulle, donc un moment cinétique qui est constant. Donc, premier résultat ici, le fait qu'il y ait une force centrale impose la conservation du moment cinétique. Le fait que la force soit conservative va imposer, via le théorème de l'énergie mécanique, que DEM sur dt égale 0. En effet, la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à la somme des puissances des forces non conservatives. Donc là, je vais aussi avoir conservation de l'énergie mécanique. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je sais sur l'énergie mécanique? Je sais qu'elle vaut la moitié de la masse fois la vitesse au carré, plus l'énergie potentielle, moins G petit m fois grand M, sur R. Donc l'énergie potentielle qui découle ici de l'expression de la force. Alors, pour ce qui est du moment cinétique, si on creuse encore un petit peu, je sais que le moment cinétique vaut OM vectoriel MV. OM, on avait dit que c'était RUR, V en coordonnées polaires, on sait que ce sera R.UR plus R θ Uθ. RUR vectoriel R.UR plus R θ, ça nous fait M R carré θ sur UZ. Donc la grandeur ici étant une grandeur constante vectoriellement et UZ étant constant, sachant que la masse ne varie pas, je vais identifier ici une constante du mouvement que je vais appeler la constante des airs. Alors, maintenant que j'ai posé ceci, je vais chercher à déterminer la distance minimale d'approche. Alors, si je cherche à déterminer la distance minimale d'approche, eh bien, je vais constater que je connais l'énergie mécanique de départ, donc simplement avec un bilan d'énergie mécanique, je vais dire que l'énergie mécanique de départ qui vaut la moitié de m V0 carré, donc ça ce sera l'énergie mécanique quand R tend vers l'infini, ça vaut aussi l'énergie mécanique lorsque le point M se trouve à la distance minimale d'approche. Alors ce point-là, on va l'appeler comment? On va l'appeler M1, par exemple. Donc ici, on va dire que l'énergie mécanique de départ, donc quand R tend vers l'infini, donc en M0, vaut l'énergie mécanique en M1. Donc quand la distance R1 vaut, à ce moment-là, eh bien, petit d, tel que défini dans l'énoncé. Donc à ce moment-là, je vais dire que 1 demi de m V0 carré vaut 1 demi de m V1 au carré moins g petit m fois grand M sur d. Alors ici, j'ai une première équation de conservation de l'énergie mécanique, qui fait apparaître une équation à deux inconnus. J'ai en effet comme inconnu V1 et D. Or, ce que je cherche à déterminer, moi, c'est D. Donc je dois trouver une deuxième équation qui me permettra de déterminer V1. Je vais utiliser la conservation du moment cinétique.
je sais que le moment cinétique, il est défini par OM vectoriel MV. Alors, là, je vais reprendre le schéma précédent pour bien décomposer ce qu'on est en train de faire. Hop, oups, je fais des bêtises. Alors, on va essayer de tout sélectionner. Non. Alors, ici, en gros, je vais décomposer, pour le calcul du moment cinétique initial, le vecteur position en deux sous-vecteurs. Je vais appeler H le projeté orthogonal de M0 sur l'axe delta. Et je vais dire que OM0, c'est OH plus HM0. OH dirigé selon l'axe OY, HM0 dirigé sur l'axe des X. Donc là, je vais pouvoir calculer le moment cinétique de départ, qui vaudra OM0 vectoriel MV0. OM0, j'avais dit que c'était donc OH plus HM0, et V0, qui est dirigé simplement selon EY, donc il vaut V0 EY. Alors ici, j'ai constaté que OH était également selon EY. Et HM0, on constate que c'est B, le paramètre d'impact, fois EX. Donc ici, OH EY vectoriel V0 EY, ça me donnera 0. Donc je vais avoir le moment cinétique qui vaudra M fois B fois V0 sur EZ. En effet, EX vectoriel EY me donne EZ. C'est-à-dire que EX, EY et EZ forment un trièdre direct. Alors, si maintenant je m'intéresse au moment cinétique au point M1. Donc je vais m'intéresser au moment cinétique ici lorsque la distance est de D. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je vais constater? Je vais dire que le moment cinétique, c'est OM1 vectoriel MV1. Alors là, on n'est pas très avancé, vous me direz. Effectivement, je sais que OM1, c'est RUR, et même si on précise un petit peu, DUR. Et je sais que V1, c'est la vitesse lorsque R a atteint un extrémum, un minimum. Donc V1, ce sera R.1 UR, alors ici on pourrait même dire UR1 dans la mesure où tout ça varie, plus R qui vaudra D, Dθ.1, Uθ1. Et ici, je vais utiliser le fait que D est un extrémum de R pour annuler la dérivée de R. Or, mathématiquement, vous savez que la dérivée d'une fonction au niveau d'un extrémum de cette fonction est nulle. Donc, il va me rester, finalement, V1 qui vaudra V1 Uθ1. Car V1, la vitesse au point 1, vaut dθ.1, avec d la distance. Donc finalement, j'obtiens le moment cinétique qui vaudra DUR vectoriel V1 Uθ1 fois M. Donc je vais obtenir M d V1 UZ. D'ailleurs, hop, j'ai fait une petite boulette ici. Alors ici, c'est des U partout. Alors, finalement, j'obtiens grâce à la conservation du moment cinétique une deuxième équation, le fait que B fois V0 vaut D
fois V1. Et vous voyez maintenant, j'ai obtenu un système de deux équations à deux inconnus. Une première équation, une deuxième équation. Donc en mélangeant les deux équations, eh bien, je vais pouvoir déterminer la distance D minimale d'approche, en éliminant, entre guillemets, V1 du calcul. Alors, c'est ce que je vais me proposer de faire maintenant. Je vais transformer le système précédent en équation du second degré. Alors, ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que 1 demi de mv0 carré vaut 1 demi de mv1 carré moins g petit m grand M sur d. J'élimine petit m du calcul, je vais tout simplement tout multiplier par 2 pour avoir des termes plus simples à manipuler. Donc je vais obtenir v0 carré qui vaudra v1 carré moins 2 g fois grand M sur d. Vous voyez, j'ai simplifié petit m, j'ai multiplié par 2. Ensuite, je vais remplacer V1 par B V0 sur D. V1 par B V0 sur D. Donc je vais obtenir V0 carré qui vaudra V0 carré fois B au carré sur D au carré moins 2 G fois grand M sur D. Si je veux transformer ceci en équation du second degré, eh bien je vais tout multiplier par D. Et je vais aussi diviser par V0 au carré pour avoir entre guillemets un seul terme compliqué. Donc là, tout multiplier par D au carré. Éventuellement, tout passer du même côté de l'égalité, comme ça, bon, ce sera plus simple à manipuler. Donc ici, je vais finir par obtenir D au carré. Vous voyez, je multiplie par D au carré, je divise par V0 au carré, plus, ce terme-là passe de l'autre côté, 2gm sur V0 carré fois D, moins V1 carré, pardon, j'ai fait des bêtises, V1, je l'ai annulé, moins B au carré, égale 0. Donc cette équation du second degré, il va me rester maintenant à déterminer les racines. Alors déterminer les racines de cette équation, donc ça va se faire très simplement en calculant le discriminant. Donc delta qui vaudra B au carré 2gm sur V0 carré que je réélève au carré moins 4ac, donc plus 4 fois 1 fois B au carré. Alors là, vous voyez bien l'idée, c'est que l'inconnu ici, c'est D. Et donc, je vais obtenir deux racines, D1, 2, qui vont valoir moins B, donc moins 2gm sur V0 carré, plus ou moins racine de delta. Alors delta, on voit que c'est forcément strictement positif ici, j'additionne deux termes positifs. Le tout sur 2a. Donc ici, je multiplie par 1/2, et ici, je vais gommer directement le facteur 2. Hop. Alors, là, ce que je vais faire, je vais éliminer instantanément la racine négative. Elle n'a pas de sens physique. Et donc il va me rester uniquement la racine positive. Donc ici je vais avoir D qui va être égal, alors là je vais faire toutes les simplifications nécessaires directement, moins Gm
sur V0 carré, plus, alors racine de delta, j'ai un 1/2 devant, quand il va rentrer, c'est comme si j'avais du 1/4. Donc les facteurs 4 qui vont être là vont se simplifier. Racine de b au carré, plus gm sur V0. Au carré. Et donc là, j'ai obtenu la distance minimale d'approche. Alors, je peux vérifier les dimensions de la formule que j'ai annoncée ici. Racine de b au carré, aucun problème, on sait que c'est une distance. Il me reste ce fameux gm sur v0 carré. Alors, gm sur v0 carré, pour vérifier la dimension, on peut se servir d'une sorte d'astuce. On sait que gm sur une distance, c'est une vitesse au carré. Alors ça, on le sait comment? On se rappelle de la vitesse en orbite basse, on se sert de formules déjà connues. Donc, si je prends maintenant gm sur v0 au carré, eh bien, je vois bien qu'à ce moment-là, j'obtiens une distance. Donc, dimensionnellement, je vois que le résultat annoncé est OK. Alors, si on doit déterminer maintenant la valeur minimale de B pour éviter la collision, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que D soit supérieur au rayon de la Terre. Alors, le rayon de la Terre, on se rappelle dans l'énoncé qu'il est noté R. Donc, je vais chercher à vérifier que D est supérieur strict à R. Donc, D supérieur strict à R, ça va me dire que D plus Gm sur V0 carré est supérieur strict à R plus Gm sur V0 carré. Donc D plus Gm sur V0 carré, on sait aussi que c'est racine de B au carré plus Gm sur V0 carré. Donc je réélève le tout au carré. Je vais obtenir B au carré plus Gm sur V0 que j'élève au carré, qui doit être supérieur à R plus Gm sur V0 carré, le tout que j'élève encore au carré. Là, ce que je peux faire, je peux éventuellement passer Gm sur V0 carré de l'autre côté. Donc on va avoir une simplification qui va apparaître. Et donc je vais avoir B au carré, qui doit être supérieur strict à R au carré, plus 2R Gm sur V0 carré. Donc je vais éviter la collision à condition que ce critère soit vérifié. Donc on voit une chose logique, on voit finalement que B doit être, quoi qu'il arrive, supérieur strict à R. B doit être supérieur strict à R, ça c'est logique. Et on voit que plus la vitesse est grande, plus B pourra être faible. Alors ça, est-ce que c'est logique? Oui. C'est-à-dire que si on a un projectile qui arrive extrêmement vite au voisinage de la Terre, il aura une grosse énergie cinétique. Et donc plus son énergie cinétique sera élevée, moins l'énergie potentielle va avoir d'impact sur la trajectoire. Et donc finalement, moins la déviation causée par la Terre sera forte. Donc plus le projectile pourra passer près. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il passe trop près parce que plus la vitesse est élevée, plus l'énergie cinétique est élevée, donc plus les dégâts seraient importants en cas de collision. Donc
on diminue le risque de collision avec une météorite plus élevée, mais si la collision a lieu, les dégâts sont beaucoup plus importants. Alors maintenant, on a fini sur les questions entre guillemets classiques. Eh bien, on va passer à la détermination de l'angle de déviation. Et là, c'est une question relativement technique qui va venir à nous ici. Alors, l'angle de déviation, comment est-ce qu'on va le déterminer? Eh bien, pour déterminer l'angle de déviation, il va falloir tenter de trouver un moyen de déterminer l'angle entre la vitesse V0 de départ et la vitesse VF une fois que la météorite est retournée à l'infini. Vous voyez, au départ, on a le vecteur vitesse V0 qui se transforme à la fin en vecteur vitesse VF. Le passage de l'un à l'autre se fait, sachant que l'angle entre les deux vecteurs vaut l'angle de déviation phi. Alors, ici, on va se servir de l'équation qui nous amène des informations sur les vecteurs, le principe fondamental de la dynamique. Alors, le principe fondamental de la dynamique, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que m dv sur dt vaut la somme des forces qui s'exercent. Donc, moins g petit m fois grand M sur r carré UR. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'intégrer le principe fondamental de la dynamique pour obtenir le lien entre la vitesse de départ et la vitesse de fin. Vous voyez, l'intégration va nous amener des informations sur les vecteurs vitesse. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut déjà simplifier par m. Donc on peut dire que d de v vaut moins g grand M sur r carré UR d de t. Problème, le UR fois d de t, ici, on ne sait pas trop quoi en faire. Et bien là, il y a une sorte de petite astuce qui va nous permettre d'intégrer cette grandeur-là. Vous voyez, UR dépend du temps. R dépend du temps. Donc cette fonction-là, pour l'instant, est très très dure à intégrer. Mais si je me rappelle de la relation entre Uθ et UR, je sais que dUθ sur dt, c'est moins θ point UR. Je sais donc que, ici, UR fois dt, c'est moins dUθ sur θ point. Je remplace ceci dans le calcul précédent. Et je vais finir par obtenir que d de v, c'est moins g fois grand M sur r au carré, fois moins d de Uθ sur θ point. Ce qui m'arrange fortement ici, c'est que r carré fois θ point, je sais ce que c'est. Je sais que c'est la constante des airs. Qui vaut B fois V0 ou D fois V1 au choix. Bon, ici B fois V0 parce que c'est deux grandeurs entre guillemets connues. Donc finalement, je vais obtenir le fait que D de V vaut moins G fois grand M sur B fois V0 sur la constante des airs, moins fois moins plus D Uθ. Donc maintenant, ce qui va me rester à faire, il va me rester à intégrer cette relation du vecteur vitesse de départ V0 au vecteur vitesse finale VF, et ici intégrer de Uθ
0 à Uθ final. Donc maintenant, la question à se poser, ou plutôt les questions à se poser, c'est de savoir ce que vaut le vecteur V0 de départ, ça on le sait, on va pouvoir le projeter facilement, et Uθ0 également. Et ensuite, eh bien, on va se poser la même question pour l'état final. Que vaut Vf? Que vaut Uθf? En tout cas, l'intégration nous amène la relation suivante. Le fait que Vf en vecteur moins V0 en vecteur vaut Gm sur B fois V0 Uθ final moins Uθ de départ. Et donc c'est cette relation-là qui est la relation cruciale pour déterminer l'angle de déviation. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, on va tenter de faire des projections de cette relation. Alors, on va passer à la page suivante pour avoir directement le schéma sous les yeux. On reprend la relation Vf moins V0 qui vaudra G grand M sur B V0 Uθf moins Uθ0. Alors, V0, on va pouvoir le déterminer assez simplement. On se rappelle qu'on avait fixé une base cartésienne, axe des Y ici, axe des X ici, axe des Z qui plonge donc vers le fond du tableau ou de la feuille, au choix. Donc là, simplement, on sait que V0, c'est V0 UY. Première projection. Ensuite, la vitesse finale. Alors la vitesse finale, au vu de l'évolution des vecteurs UR et Uθ, on voit que ça va être VF UR final. Alors UR final, comment est-ce qu'il va être orienté? On refait un petit schéma rapide. On va avoir UX ici, UY ici. On a un angle φ qui va être l'angle entre UY et UR final. Et Uθ final, donc qui va être perpendiculaire à UR final. Donc l'angle φ, on va le retrouver ici aussi. Alors, le vecteur vitesse finale, qu'est-ce qu'on peut en dire? Pour l'instant, on a noté sa norme Vf. Eh bien, si on travaille avec la conservation de l'énergie mécanique, on sait que EM0 vaut EM final. Le problème est conservatif. Or, EM final vaut 1/2 de M VF au carré. En effet, le point MF est situé à l'infini. Et ceci vaut aussi 1/2 de M V0 carré. Donc j'ai VF qui vaut V0 directement. Alors maintenant, je vais avoir le problème de UR final qui va se poser. Donc UR final, bah, on voit en projection ici que ça va être cos phi donc cos phi UY moins sinus phi UX. Uθ final, voilà, je peux le faire directement. Uθ final, bah, ce sera moins cos phi UX
moins sinus phi uy. Après cette égalité, il va me rester à déterminer uθ 0. Alors uθ 0, comment ça va se passer ici? Alors on imagine que UR est ici, donc ça ce sera UR0. Donc uθ 0 va se retrouver ici. Donc uθ 0, on voit que ça vaut ux directement. Alors là d'ailleurs, sur le schéma, il y a une petite erreur à ce niveau-là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir finalement, en projetant la relation du haut, donc en projetant cette relation, on va obtenir deux équations. Et donc on va pouvoir, grâce à ces deux équations, déterminer la vitesse finale. Alors en projection, qu'est-ce qu'on va obtenir? En projection, on va obtenir le fait que donc VF, URF qui vaut cos phi uy moins sin phi ux. Donc là, je vais directement surligner en fait tout ce qui est selon ux pour l'instant. J'ai un moins sin phi ici. Uθf, j'ai un moins cos phi ici. J'ai rien ici. Et par contre, j'ai uθ 0 qui vaut ux. Donc, en faisant le bilan de tous les termes qui sont sur ux, je vais obtenir VF, donc URF, V0, facteur de moins sin phi, qui va être égal à GM sur BV0, facteur de uθf, donc de moins cos phi, plus uθ0, donc ici moins ux, donc enfin moins uθ0, donc moins ux, donc ici moins 1. Là j'ai projeté sur OX. Sur OY, qu'est-ce qui va se passer? Sur OY, je vais avoir sin phi uy ici, cos phi uy ici, et je vais avoir V0 uy ici. Donc, finalement, je vais obtenir VF, qui vaudra V0 URF, donc V0 cos phi moins V0 uy. Donc V0 cos phi moins 1, qui va être égal à GM sur BV0, facteur 2, et ici, qu'est-ce qui va me rester? uθf moins sin phi, en projection, moins uθ 0, pas de projection sur OY, en projection nulle, plus exactement. Donc là, le système que j'obtiens, c'est le système suivant. Alors, derrière, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Bien que j'utilise l'une ou l'autre des équations pour résoudre mon problème. Alors là, je vais prendre la projection, par exemple, sur OY. Alors pourquoi la projection sur OY? Parce que ça me donne une relation trigonométrique simple. Alors, je m'explique. En gros, ici, je vais avoir B V0 carré sur GM qui va me donner sinus phi sur 1 moins cos phi. Ou plus en réorganisant dans le bon ordre, entre guillemets, 1 moins cos phi sur sinus phi qui vaudra GM sur BV0 carré. Alors, 1 moins cos phi sur sinus phi. Alors ici,
on doit reconnaître une formule trigo. Alors elle n'est pas forcément évidente, elle saute pas aux yeux au premier abord, mais on doit reconnaître que ceci, c'est tangente de phi sur 2. Et donc ici, j'obtiens que tangente de phi sur 2, tangente de la moitié de l'angle de déviation, c'est Gm sur BV0 carré. Alors, d'où vient cette formule? Elle sort pas complètement du chapeau magique non plus. Elle vient du fait que l'on a 1 moins cos phi qui vaut... Alors 1 moins cos phi, c'est 1 moins cos de phi sur 2. Et 1 moins cos de phi sur 2, ce sera 1 moins 2 sinus carré phi sur 2. Et on sait que sinus phi, c'est 2 sinus phi sur 2 cosinus phi sur 2. Donc là, simplement, en fait, l'astuce, si vous voulez, ici, c'est de dire à chaque fois que phi, c'est 2 facteurs de phi sur 2. Et donc ici, on a obtenu l'expression de l'angle de déviation en fonction de G, grand M, B et V0 carré. Alors là, on voit quelque chose d'assez intéressant, finalement. On voit que l'angle de déviation, phi, qui vaudra donc 2 arcs tangentes de Gm sur BV0 carré, eh bien c'est un angle qui va être indépendant de la masse du satellite en lui-même. Ça va dépendre de la masse de la Terre, ça va dépendre du paramètre d'impact et de la vitesse. Ça, on pouvait s'y attendre. Et aussi, on peut vérifier ici dimensionnellement, Gm sur B, donc Gm sur une distance, c'est bien une vitesse au carré sur vitesse au carré, sans dimension. C'est logique, dans la mesure où on a ici ce terme qui est en argument d'un arc tangente. Donc, on a déterminé l'angle de déviation du satellite, enfin du satellite de la météorite ici, grâce au principe fondamental de la dynamique que l'on a projeté et dans lequel on a fait intervenir la constante des airs. Alors, là vous voyez donc le début d'exercice, c'est un début très classique. Vous voyez ça, conservation du moment cinétique, conservation de l'énergie mécanique. On trouve une équation du second degré, on la résout, on trouve la distance minimale d'approche. Valeur minimale de B pour éviter la collision. Ici, il faut juste penser à bien s'organiser dans le calcul. Pensez à passer un terme de l'autre côté avant d'élever au carré pour pouvoir isoler B facilement. Donc, les questions 1 et 2 sont des questions classiques à savoir faire, des questions qui vont très souvent arriver sur des exos d'oraux. La dernière question, ce sera une question un peu plus poussée, parce que la méthode en elle-même est plus subtile. En gros, vous voyez, on part du principe fondamental de la dynamique, qui est une équation locale, ici, et on intègre cette équation locale pour obtenir un bilan sur les vecteurs vitesse. En fait, on transforme le PFD qui est local en équation intégrale. Et ici, ça marche bien, ça se fait très très bien, parce qu'on a la constante des airs qui apparaît. Donc ces questions sont là aussi des questions entre guillemets classiques, c'est-à-dire que le prolongement d'un problème de détermination de distance minimale d'approche va souvent se faire par la détermination d'un angle de déviation. Donc, mais en première lecture, c'est des questions qui restent quand même assez techniques. Donc ça n'est pas une méthode à maîtriser absolument, sauf si vous êtes déjà très à l'aise avec toutes les questions plus classiques en lien avec ce chapitre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et je vais vous dire la suite au prochain épisode.